Alors, parfois, quand on observe l'actualité mondiale, on a vraiment cette impression de se tenir devant un immense tableau de bord. Ouais, un tableau de bord où absolument tous les voyants clignotent en rouge, en même temps. C'est exactement ça. Un voyant pour l'économie, un autre pour la diplomatie, la politique intérieure, le climat, tout clignote. Et face à cette cacophonie d'alarmes, l'instinct premier, c'est presque de vouloir fermer les yeux ou de débrancher la machine pour retrouver un peu de silence, tu vois. Je vois tout à fait. Sauf que, bon, ignorer le tableau de bord, ça n'éteint pas le moteur qui est en train de surchauffer. Ah ça, non, malheureusement. Du coup, aujourd'hui, notre mission, c'est de faire une vraie plongée au cœur d'un condensé d'actualité qui est extrêmement dense. On est le mardi 12 mai 2026. Et on se base sur le rapport du Florida Roundup de ce matin. C'est vraiment le bon moment pour essayer de relier les points entre tous ces événements. Exactement. Le but de notre décryptage, c'est de comprendre comment la géopolitique, l'instabilité institutionnelle et les crises climatiques s'imbriquent pour redessiner la donne mondiale. Tout à fait. C'est un puzzle géant en fait. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut qu'on fasse une petite précision formelle pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est très important de le rappeler aujourd'hui. Voilà. Les sources qu'on utilise abordent des sujets politiques très sensibles, que ce soit les conflits ou les crises électorales. Notre rôle ici, et on s'y engage, c'est de rapporter strictement les faits tels qu'ils sont présentés. C'est ça, on n'endosse aucune opinion et on ne prend aucun parti, qu'il soit de gauche, de droite ou autre. On décortique la mécanique de l'information, rien de plus. Parfait. Alors, commençons par la première dynamique à déconstruire. On part au Moyen-Orient, et une rupture diplomatique qui vient de créer une onde de choc immédiate. Oui, les données du rapport indiquent que Donald Trump a rejeté la dernière proposition de cessez-le-feu de l'Iran. La trêve a complètement volé en éclats. Et la conséquence directe, c'est quoi? Eh bien, c'est une mise en état d'alerte maximale des forces américaines et israéliennes. Et ça se passe juste à côté du détroit d'Ormuz. Ah, le détroit d'Ormuz. On le décrit souvent comme un simple goulot d'étranglement sur une carte, mais en fait, C'est bien plus que ça, ouais. d'un point de vue systémique, c'est vraiment la veine jugulaire de l'économie mondiale. Si cette zone minuscule est bloquée, ça coupe l'oxygène à toute la machine. 20% du pétrole mondial y transite. Et ce qui est fascinant et un peu effrayant ici, c'est pas seulement le mouvement des troupes, c'est la réaction en chaîne instantanée sur les marchés financiers. Les marchés pétroliers paniquent, c'est ça. Ils tremblent, ouais. Face au risque réel d'une guerre régionale. Mais attends, si on regarde la mécanique de cette nervosité, il n'y a aucun navire qui est physiquement bloqué en ce moment précis. C'est donc purement psychologique. Le marché réagit à un genre de blocus fantôme? C'est une super question, mais non, le marché pétrolier ne réagit pas à des fantômes. Il tarife le risque de manière extrêmement pragmatique. Et ça passe par les primes d'assurance. Ah, les assurances maritimes. Exactement. Quand un détroit aussi crucial entre dans une zone d'alerte militaire maximale, les grands assureurs comme la Lloyds à Londres par exemple, ils réévaluent instantanément la probabilité de perte d'un supertanker. Et donc les primes explosent du jour au lendemain? C'est ça. Et ce coût supplémentaire, qui est vraiment astronomique, il est immédiatement répercuté par les armateurs sur le coût du fret. Ce qui se reflète ensuite directement sur les contrats à terme du baril de brut. Tout à fait. C'est implacable. Donc l'augmentation du prix du baril n'a même pas besoin d'attendre qu'un missile soit tiré, en fait. Non, le simple fait que la prime d'assurance augmente dicte le coût du carburant à la pompe. Et pas que le carburant est vie. Ça impacte le coût de production des engrais agricoles, la fabrication des plastiques, le transport de chaque petit bien de consommation. C'est exactement ça. Une trêve qui s'effondre dans un bureau diplomatique, ça génère, via des algorithmes d'assurance, une pression inflationniste sur le panier de courses de millions de personnes à l'autre bout du monde. C'est quand même la définition même de la vulnérabilité systémique, non? Absolument. Toute notre infrastructure logistique repose sur l'hypothèse d'une stabilité permanente dans l'une des régions les plus volatiles du globe. Dès que cette hypothèse vacille, le choc n'est pas linéaire, il est exponentiel. Et cette logique de rupture brutale, on la retrouve sur un autre front dans les rapports de ce mois de mai 2026. Tu penses à l'Ukraine, n'est-ce pas? Ouais. Sauf que là-bas, l'escalade soudaine a laissé place à une dynamique différente. C'est l'usure profonde. Après une très courte pause qu'ils ont qualifiée de trêve hors série, Une très courte pause, oui. la Russie a repris massivement ses frappes de drones et de missiles pendant la nuit. Le président Zelensky a promis une réponse immédiate. Et pendant ce temps-là, à Bruxelles, les pays européens discutent encore de l'application de nouvelles sanctions contre Moscou. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on peut se demander si l'Europe en est encore à débattre de nouvelles sanctions en mai 2026, est-ce que cet outil diplomatique ne montre pas un peu ses limites?
C'est très révélateur de la nature des conflits prolongés. Au début d'une guerre, une sanction économique, c'est pensé comme une arme de choc. Le but, c'est un arrêt cardiaque de l'économie adverse. Pour forcer l'arrêt des opérations militaires? Exactement. Mais plus le temps passe, plus la cible s'adapte. C'est un peu l'équivalent économique de la résistance aux antibiotiques, quoi. C'est une super analogie. Oui, si on prescrit le même traitement pendant des années, la bactérie finit inévitablement par muter. L'outil perd son efficacité. Elle trouve des moyens de contourner le truc. Voilà. Et la nuance dans ce conflit, c'est que l'économie russe s'est restructurée en s'appuyant sur des pays tiers. Les mécanismes de contournement sont devenus des industries à part entière. Genre quoi, concrètement? Des flottes fantômes de pétroliers qui naviguent sans assurance occidentale, des importations parallèles de microprocesseurs via l'Asie centrale. L'économie a absorbé le choc et s'est reconfigurée pour la guerre longue. Ce qui montre que l'usure, c'est pas qu'un phénomène militaire sur le terrain. C'est pas juste compter les obus. Non, c'est l'usure de nos propres outils diplomatiques et l'usure de la volonté politique. La violence est juste devenue le bruit de fond permanent. Et ce bruit de fond, il épuise tout le monde. D'ailleurs, cette usure ne se limite pas aux pays en guerre. Si on regarde au sein même de nos démocraties occidentales, la résilience politique a l'air de s'effondrer pareil. Tu fais le lien avec le Royaume-Uni, hein? Bah oui, le rapport est flagrant. C'est une crise politique majeure en ce moment pour le Premier ministre Keir Starmer. Il est complètement pris en étau, oui. Suite à une grosse déroute électorale locale la semaine dernière, des dizaines de députés de son propre parti, le Labour, réclament publiquement un changement de leader. Londres retient vraiment son souffle. On se demande si c'est le début de la fin de son mandat. C'est fou. Moi, j'imagine la situation de Starmer comme celle d'un capitaine de navire. Il est en pleine tempête géopolitique. La mer est démontée et il doit gérer une mutinerie de son propre équipage en même temps. C'est tout à fait ça. Si on relie ça à la situation globale, on voit que le capital politique des dirigeants fond à une vitesse fulgurante aujourd'hui. Plus vite qu'avant. Ah, bien plus vite. Avant, un gouvernement avait une période de grâce. Aujourd'hui, avec les sondages permanents, les réseaux sociaux, les parlementaires ont les yeux rivés sur leur propre réélection au jour le jour. Ah, donc dès qu'il y a une défaite électorale, même locale, la panique s'installe. Exactement. La pression pousse les partis à se cannibaliser de l'intérieur par simple instinct de survie individuelle. Ce qui est quand même le pire timing possible. On a besoin de gouvernements stables pour gérer ces crises mondiales et ils sont paralysés par leur propre panique interne. La vision stratégique est sacrifiée pour la gestion de crise hebdomadaire, oui. Mais tu sais, l'ironie cruelle de tous ces drames politiques ou territoriaux, c'est qu'ils prennent toute l'attention médiatique, alors que la scène même sur laquelle on joue est en train de prendre feu. La véritable alarme du rapport, le basculement climatique de 2026. Oui, la section scientifique est sans ambiguïté. Les chercheurs préviennent que 2026 pourrait être l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées. Des incendies, des inondations extrêmes, des canicules, on coche toutes les cases. Et le pire, c'est l'alerte majeure sur le retour d'un puissant phénomène El Niño en fin d'année. Les gouvernements sont avertis, on ne parle plus d'un été très chaud, mais d'un vrai basculement. Le terme est lâché, oui. Mais là, on peut se poser la question de la perception de notre audience ou du grand public. Presque chaque année, on nous parle de records de chaleur. Comment on évite la fatigue informationnelle par rapport à ça? C'est un vrai défi de communication scientifique. Comment on explique que ce mot basculement, ça veut dire que les règles du jeu ont définitivement changé cette fois? Qu'est-ce qui rend cet El Niño si spécial? Eh bien, pour comprendre, il faut regarder la physique des océans. Le réchauffement global, lié aux gaz à effet de serre, crée une accumulation constante de chaleur. Imagine l'eau qui monte doucement dans une baignoire. D'accord, l'élévation graduelle de base. Voilà. Jusqu'ici, l'océan Pacifique a absorbé une énorme partie de cette chaleur excédentaire. Il agit comme une gigantesque batterie thermique. En temps normal, les vents, les alizés, poussent cette eau chaude vers l'Asie. Mais avec El Niño, ces vents ralentissent, c'est ça, hein? Ils faiblissent considérablement, oui. Et donc, toute cette gigantesque masse d'eau surchauffée repart vers les Amériques. Et ça relèche la chaleur. Exactement. Des décennies de chaleur stockée sont soudainement relâchées directement dans l'atmosphère. C'est comme si on ouvrait la porte d'un immense four industriel dans une pièce qui est déjà surchauffée. Ah ouais, d'où l'idée de basculement. On combine le niveau de chaleur de base le plus haut de l'histoire avec le relargage naturel le plus puissant de la planète. C'est une synergie destructrice. Et l'impact dépasse largement la simple question de la météo estivale. Ça modifie la vie quotidienne, la logistique, tout. C'est-à-dire? Les rendements agricoles, par exemple? Oui. Les courants atmosphériques changent brutalement.
Des régions vitales en Asie ou en Amérique latine se retrouvent sans mousson, les récoltes s'effondrent, ce qui fait flamber les prix mondiaux de l'alimentation. Et à l'inverse, ailleurs, on a des inondations qui détruisent des infrastructures routières ou énergétiques. Exactement. Le climat ne change plus progressivement, il génère des chocs simultanés que les États n'ont plus les moyens de gérer. C'est vertigineux. Face à cette pression écrasante, euh, la guerre, l'inflation, la politique qui implose, le climat qui bascule, on a tous besoin d'une soupape de décompression. De souffler un peu, oui. C'est pour ça que je voulais orienter la fin de notre discussion sur la culture et le sport. Le rapport aborde ça aussi. Est-ce qu'on peut encore échapper à la lourdeur de l'actualité en 2026? Oscille entre deux rôles phares. Soit c'est une bulle d'évasion totale, soit ça devient le miroir direct de nos tensions. L'Eurovision 2026 à Vienne, c'est clairement le miroir. Le concours est frappé par un énorme boycott de plusieurs pays à cause de la présence d'Israël. C'est devenu extrêmement politique, ouais. C'est tellement ironique quand on y pense. Un événement conçu après la Seconde Guerre mondiale pour unir l'Europe par la musique, et ça devient le reflet géopolitique exact du Moyen-Orient dont on parlait tout à l'heure. Parce que dans un climat de tension maximale, la neutralité n'existe plus. Une plateforme avec des centaines de millions de téléspectateurs, c'est devenu un théâtre d'opérations annexes. Les boycotts sont des leviers diplomatiques. Donc même la musique est réquisitionnée. Exactement. La légèreté devient une ressource stratégique. Mais en contraste, aujourd'hui même, on a l'ouverture du Festival de Cannes, les stars, le tapis rouge. Là, le rapport le présente comme l'ultime rempart de l'évasion pure. Cannes préserve cette bulle parce que le rituel même de l'événement célèbre la fiction. La montée des marches, l'isolement dans les salles obscures, c'est une mise à distance formelle de la réalité. On ferme la porte au monde extérieur le temps d'un film. C'est ça, un besoin psychologique de mettre l'art au-dessus de l'urgence du présent. Et si on regarde vers l'avenir, côté sport, il y a l'excitation de la Coupe du monde de football 2026. On est à un an de l'événement, co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Les préparatifs avancent super bien. Et c'est un excellent contre-exemple à tout ce qu'on a vu. C'est presque un modèle fonctionnel de coopération. Organiser ça à 3 pays, ça demande une coopération douanière, sécuritaire et logistique immense. Alors que partout ailleurs, les blocs se fracturent, le sport de très haut niveau maintient cette architecture. Parce qu'il repose sur l'acceptation inconditionnelle de règles communes sur un terrain de jeu. C'est peut-être l'un des derniers espaces où la mondialisation essaye encore de célébrer une unité. Ça offre une perspective un peu plus lumineuse. On en a bien besoin. En reliant tous ces points aujourd'hui, on voit bien cette année 2026. Des trêves brisées qui menacent l'économie mondiale, une usure diplomatique en Ukraine, des implosions politiques à Londres. Sans oublier le point de non-retour climatique avec El Niño, oui. Et notre culture qui est tiraillée entre la géopolitique à l'Eurovision et l'évasion pure à Cannes ou au Mondial. Merci beaucoup d'avoir démêlé toute cette densité d'informations avec moi. C'était un vrai plaisir intellectuel. Merci à toi, c'était passionnant de décortiquer tout ça. Et pour terminer, je sais que tu as toujours une dernière réflexion pour ceux qui nous écoutent. Et oui, si on regarde l'ensemble de nos systèmes mondiaux, de l'énergie à la politique en passant par les concours musicaux, on voit qu'ils sont tous interconnectés et très fragiles. C'est indéniable. Alors la véritable question pour notre avenir, ce n'est peut-être plus de savoir comment éteindre chaque crise individuellement, mais plutôt de se demander comment est-ce qu'on apprend, en tant qu'individu et en tant que société, à s'épanouir dans un état de perturbation permanente.